Le garde des Sceaux chahuté aujourd'hui lors de sa visite à Lyon au tribunal judiciaire. Éric Dupond-Moretti a été accueilli par le dos des greffiers présents dans la salle d'audience. Hier, il manifestait déjà contre le projet de revalorisation indiciaire lancé par le garde des Sceaux. Les greffiers qui ont le sentiment d'être les grands oubliés de la chancellerie. Alors après cet accueil mouvementé, le ministre a pu tout de même installer le premier comité des usagers du tribunal. C'était le but de sa venue à Lyon aujourd'hui, un dispositif qui est unique en France. Lucie Nolorgue. Elena, étudiante en droit, est l'une des 10 membres de ce comité. Le mois dernier, elle a interrogé les justiciables sur leur expérience au sein du tribunal. Alors, les grands thèmes qui ont été abordés dans ce questionnaire touchaient donc à l'accueil du personnel judiciaire. Ont été abordées aussi les questions de la qualité des lieux d'attente, de la ponctualité des audiences. Dans ce comité, des étudiants en droit, des citoyens, des représentants d'associations de victimes. Tous sont là pour recueillir l'avis des citoyens et proposer des axes d'amélioration. Gilbert, lui, a décidé de s'impliquer suite à une mauvaise expérience en tant que victime. On est complètement désorienté, vous comprenez ? Donc ça, aujourd'hui, je veux plus que ça se passe. Je voudrais plus que ça se passe. Que quelqu'un qui arrive pour la première fois en comparution immédiate, qui n'a jamais eu affaire, qu'on lui dise c'est comme ça et c'est comme ça. Ce comité, unique en France dans une juridiction, rejoint une volonté plus large de rapprocher justice et justiciables. La justice, il faut la faire davantage connaître, il faut la simplifier, il faut qu'elle soit plus proche de nos compatriotes, qu'elle soit plus protectrice. Souvent, on appréhende les choses que l'on ne connaît pas, et donc c'est important que la justice se montre, qu'elle soit sensible à la critique, qu'elle essaie de s'améliorer en permanence. Tout ça, ça va, de mon point de vue, dans le bon sens. Après une première phase de recueil d'expérience, 5 axes d'amélioration de l'accueil ont été établis sur le temps d'attente ou encore sur la prise en charge des victimes dès l'entrée du tribunal. Un plan d'action devrait être présenté à la rentrée par le président du tribunal judiciaire de Lyon. Après les associations et les riverains, c'est donc au tour des maires du sud de Lyon de mener une action collective en justice contre la pollution au perfluoré. Une plainte va être déposée par les maires de 20 communes. Les précisions de Maïva Komsi. C'est la proposition d'une action groupée qui a été votée cet après-midi par les maires de 20 communes, Saint-Genis-Laval, Oulin, Pierre-Bénite et d'autres communes du sud de Lyon qui souhaitent porter plainte contre X. Mais dans le viseur des élus, c'est bien les 2 industriels, Arkema et Daikin, qui sont ciblés pour leur utilisation des perfluorés, ces polluants éternels. Une plainte sur le principe de pollueur-payeur. Donc très concrètement, les élus espèrent des dédommagements financiers pour la dépollution des sols et des eaux. Une aide attendue aussi pour réaliser rapidement des études sur la santé des 200 000 habitants concernés. Écoutez Jérôme Mauroge, maire de Pierre-Bénite. C'est vrai qu'on a fait appel à un laboratoire lyonnais pour nous proposer un protocole qui nous permettrait d'avoir vraiment une étude d'imprégnation sur l'ensemble du sud lyonnais que l'on va proposer à l'État, car c'est quand même in fine à l'État de financer ce type d'études. Le maire de Pierre-Bénite a rappelé l'urgence de la situation. Nous avons des réponses à donner, a-t-il expliqué. La plainte devrait être déposée fin septembre en main propre au procureur de la République. Les enseignants de l'Académie de Lyon ne lâcheront rien. Hier, ils ont déjà obtenu une première victoire avec le recrutement de 100 candidats inscrits sur les listes complémentaires de l'Académie. Mais ce n'est pas suffisant pour eux. Ils se sont donc réunis cet après-midi devant le rectorat. Leur objectif, que les 162 candidats soient recrutés. L'enjeu, comme chaque année, c'est d'avoir des enseignants dans nos écoles parce qu'on en manque cruellement chaque année. Et effectivement, chaque année, l'Académie a recours à des embauches de contractuels au lieu d'embaucher des collègues qui sont sur liste complémentaire et de les embaucher au statut de fonctionnaire stagiaire. Là, on est plutôt déjà content qu'effectivement il y ait eu ces 100 collègues qui vont être embauchés au statut. Après, nous, ce qu'on demande, c'est l'intégralité, c'est-à-dire la 60aine de collègues qui restent, qui soient aussi intégrés dès la rentrée, parce qu'on en a besoin.
Après la semaine à 4 jours, LDLC innove de nouveau pour ses salariés. Les femmes, mais aussi les hommes, ont désormais le droit à un congé parental de 20 semaines. Jade Terlinck. On sait que c'est un garçon, on a vu à l'écho. Un petit garçon prévu pour le mois d'octobre et un congé maternité pour Margot d'une durée de 20 semaines après l'accouchement, le double de ce qui est prévu par la loi. Une exception dans cette entreprise très appréciée des salariés. Déjà le bébé est plus grand. Je pense que c'est un stress en moins que de laisser un petit de 2 mois et demi. Là, il aura déjà plus 4 mois et demi, 5. Et ça laisse plus de temps aussi pour trouver moyen de garde. C'est un peu moins speed parce que j'ai pas du tout encore commencé. Donc ça laisse plus de temps. J'ai eu un bébé il y a 4 ans et c'est vrai que j'ai repris, elle avait 2 mois, je l'allaitais encore et j'avais tout, l'attirail au bureau, le tire-lait. Je devais tirer soit aux toilettes, soit au bureau, soit on a même une salle dédiée, mais c'était vraiment pas pratique et j'aurais aimé pouvoir reprendre à ces 6 mois, un petit peu avant. Ce congé de 20 semaines est valable aussi pour les pères, contre les 25 jours réglementaires. Et dans l'open space, on trouve ça plus juste. Passer du temps au début avec son enfant, c'est juste irrattrapable aussi par la suite, donc c'est hyper important. On est 2 à faire un enfant et c'est pas qu'à la maman de s'en occuper, c'est au papa et à la maman. Laisser plus de temps aux pères et leurs enfants, mais aussi réduire les contraintes professionnelles qui pèsent sur les femmes, souvent en charge des enfants. Oui, la femme, par les arrêts qu'elle a liés à la naissance de l'enfant, oui, clairement, elle peut subir sur sa carrière un arrêt qui fait qu'on va la remplacer, on va se poser des questions, ou on va hésiter à l'embauche, même si officiellement on ne doit pas le faire. Là, cette mesure, en fait, ça rééquilibre tout. En 2021, en France, moins d'1% des pères ont pris un congé parental à temps plein après la naissance de leur enfant. C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui se prépare en ce moment à Lyon. Demain après-midi, le chef lyonnais Pierre Orsi va se séparer de l'intégralité de sa cave. Gwenaëlle Vindrestin, vous avez étudié tout cela pour nous. Racontez-nous, qu'allons-nous retrouver lors de cette vente? Alors en tout, il y aura environ 2500 bouteilles, soit 524 lots très précisément, qui proviennent donc de l'une des plus belles caves d'un grand chef cuisinier lyonnais. C'est la deuxième vente aux enchères de bouteilles parfois très prestigieuses en moins d'un an pour ventiler le stock du restaurant de la place Kléber dans le 6e arrondissement de Lyon qui a fermé il y a quelques semaines maintenant. Alors il y en a pour tous les goûts, du rouge, du blanc, des spiritueux, du champagne, toutes les tailles aussi, de la demi-bouteille au magnum jusqu'au double magnum. Et on retrouve principalement des vins en provenance de Bordeaux, de Bourgogne, mais aussi beaucoup de Côtes-du-Rhône. Cela représente tout de même 45 années de travail qui vont être mises aux enchères. Pierre Orsi, quand sa cave était remplie au maximum, pouvait proposer 9000 bouteilles à ses clients dans son restaurant. 9000 bouteilles, ça fait du choix, des grands crus évidemment. Mais rassurez-vous, vous pouvez y aller à cette vente aux enchères. Il y en aura pour tous les prix demain, Gwenaëlle. Pour tous les prix, pour tous les goûts, bien sûr, des prix très chers. La bouteille la plus remarquable qui sera mise aux enchères demain, c'est une bouteille de Romanée Conti qui date de 2013. Elle est estimée entre 10 000 et 15 000 euros sur Internet. C'est une bouteille qui se négocie aujourd'hui autour des 20 000 euros. Il y a la bouteille la plus vieille aussi, un Château Bataillais. C'est un Médoc qui date de 1891. On est sur une bouteille de collection, là, autour de 300 euros. On peut se faire plaisir aussi, on le dit, à petit prix. 3 bouteilles de Gigondas autour de 30-40 euros. Un magnum de champagne de la maison Dutz autour de 40-50 euros. Après, quelques conseils de connaisseurs. Si on veut faire des bonnes affaires, un magnum de Château-Latour, un Grave de 1967, c'est autour de 450 euros. Des côtes-rôties de chez Jamais, un incontournable autour de 700 euros. Ou encore des Bourgognes de chez Vincent Lancer, du Merceau, du Chassagne-Morachet, entre 200 et 700 euros. La vente aux enchères aura lieu donc ce mercredi à partir de 14h30 dans le 2e arrondissement à l'Hôtel des Nais et c'est avec la maison d'enchères Conan. Et les prix pourraient s'envoler évidemment très vite. Demain après-midi à consommer avec modération. Évidemment. Une dernière info ce soir, c'est l'info de ce début de soirée. Ça y est, on connaît le nouveau directeur sportif du Loup Rugby. Il s'agit de Fabien Gégène-Bacher qui était à Grenoble encore cette saison. Il prend la suite donc de Xavier Garbajosa qui a été limogé il y a 2 semaines. Mais en tant que directeur sportif, il aura un rôle un peu différent que Xavier Garbajosa. Donc le nouveau directeur sportif du Loup.